Et je donne la parole à M. Guillaume Garot, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, il y a un an, le grand débat national avait mis en lumière un enjeu jusque-là largement sous-estimé et que la crise des hôpitaux, la crise récente des hôpitaux, a amplement montré l'accès à la santé. L'accès à la santé qui est aujourd'hui en souffrance. En souffrance alors que nous bénéficions d'un legs magnifique qui est issu de la résistance et qui est la sécurité sociale. Et alors que nous pouvons être fiers collectivement d'une médecine qui est performante en France et qui nous permet de vivre plus longtemps que nos aînés. Mais aujourd'hui, rien n'est réglé et on a le sentiment que le système craque et qu'il ne remplit plus sa mission d'intérêt général de garantir l'égal accès de tous à la santé. C'est ce qu'éprouvent les soignants à l'hôpital, c'est ce qu'éprouvent nos concitoyens qui vivent dans des départements où, parfois, souvent, trop souvent, un médecin part à la retraite sans être remplacé. Et l'urgence, elle est là. Et c'est notre responsabilité collective que d'y répondre. Il se trouve que, depuis ma réélection en 2017, j'organise dans mon département, la Mayenne, notre département, M. Favennec, des ateliers citoyens pour travailler avec les citoyens à des propositions que je porte ici à l'Assemblée ensuite. C'est une façon pour moi très concrète de renforcer le lien de confiance entre les élus et les citoyens. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Et toute cette année, des Mayennais de tous horizons, alors des salariés, des bénévoles associatifs, des élus, des professions libérales, des retraités, des agents du service public, des étudiants, eh bien, tous ces Mayennais ont pris le temps, dès samedi matin, de confronter leurs points de vue et de formuler des propositions. Et cette proposition de loi que je vous soumets aujourd'hui, elle est issue de ce travail des ateliers citoyens dans mon département. Et je veux dire combien je suis fier de la porter devant vous. Alors, que nous disent nos concitoyens dans ces ateliers comme partout en France? Ils nous disent d'abord qu'il y a urgence à agir. La loi santé, elle a réformé le numerus clausus et elle a réformé les études médicales. Très bien. Mais on sait que tout cela n'aura d'effet que dans 10 ans, s'agissant de la désertification médicale. Et le creux démographique en termes de présence médicale, il est très bientôt. C'est à l'horizon 2025. Et il ne suffit pas de se dire on va serrer les dents et puis on verra bien. Non, il faut trouver des solutions maintenant. Les citoyens, ils nous disent aussi qu'il faut s'interroger sur toutes les mesures d'incitation financière qui ont été prises depuis des années et quels que soient les gouvernements. Parce que finalement, tout a été essayé. Mais pour quel résultat? Mais pour quel coût? Aussi, posons-nous la question. Et puis enfin, les citoyens, ils nous disent tout simplement qu'ils veulent être écoutés. Et qu'ils veulent être écoutés comme patients. Aujourd'hui, le projet local de santé, qui est porté dans ce que la loi santé avait proposé comme communauté professionnelle territoriale de santé, les CPTS, ne concerne, ce projet local de santé, que les professionnels de santé. Alors, il faut ouvrir la porte aux usagers, il faut ouvrir la porte aux patients pour les écouter et les associer à l'organisation des soins. Je crois que c'est une demande profonde qui mérite d'être entendue. Alors, les CPTS, bien sûr que ça fait partie des bonnes mesures de la loi santé, mais nous le disons ici, la santé, ça n'est pas que l'affaire des professionnels. Alors, venons-en au cœur. Où en sommes-nous aujourd'hui de la désertification médicale? Il n'y a jamais eu autant de médecins, mais il y a des portions entières du territoire qui ne sont plus couvertes. On connaît tous les zones blanches en matière de téléphonie, mais on pourrait aujourd'hui parler de zones sans blouse blanche. Et fondamentalement, il y a un problème de répartition territoriale. Et je voudrais ici, une nouvelle fois, rappeler des chiffres qui sont très éclairants. Le nombre de médecins a augmenté
entre 2010 et 2018. 297 000 médecins en 2018, soit 35 000 médecins de plus qu'en 2010. Alors c'est vrai que le nombre de médecins en activité régulière a reculé, mais c'est vrai aussi que ce nombre est compensé en partie par des retraités qui maintiennent une activité à temps partiel. Et ce qui marque aujourd'hui, ce qui doit tous nous marquer, c'est qu'il y a une aggravation des inégalités territoriales. Je vais vous donner des chiffres très éclairants. S'agissant des seuls médecins généralistes et libéraux, le rapport entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté va de 1 à 2,2. Cet écart est encore plus criant pour certaines spécialités. Le rapport est de 1 à 12 pour les ophtalmos. Il est de 1 à 23 pour les dermatologues. Et il est de 1 à 24 pour les pédiatres. Alors, depuis des années, on a misé sur l'incitation. Avec les résultats, on a vu qu'ils ne sont pas au rendez-vous des attentes. La loi santé que vous avez votée, elle s'est inscrite dans cette logique. Mais nous le disons, ce texte ne sera pas plus efficace que les précédents, même si, je l'ai dit aussi, il y a des avancées intéressantes dans la loi qui avait été votée. Ce qui m'amène à vous proposer maintenant des modes d'action nouveaux. Comment on agit? Comment on répond à cette désertification médicale? Notre conviction, à nous, c'est qu'il faut élargir la palette des mesures destinées à mieux répartir la population médicale sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, je le dis ici, avec conviction j'espère, mais je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls. Il y a très récemment une note que vous avez sans doute lue qui émane de la direction du Trésor. Ce ne sont pas des rigolos au Trésor. Et que nous dit la direction du Trésor? Elle avance l'idée d'une adaptation temporaire et ciblée, selon ses mots, du principe de la libre installation. C'est précisément l'article 1 de la loi que je vous ai proposée, que vous avez rejeté en bloc en commission et que je vous proposerai de rétablir par amendement. Qu'est-ce que c'est que cet article 1? C'est une chose extrêmement simple. C'est ce qu'on appelle le conventionnement sélectif, le conventionnement territorial. C'est l'idée de dire qu'on n'autorise plus l'installation d'un médecin là où les besoins de santé sont déjà pourvus. Du bon sens, Madame Peumont. Et en effet, libre à eux ensuite de s'installer où ils le souhaitent, ailleurs sur le territoire national, là où on les attend, là où on a besoin d'eux. Je rappelle une chose, la régulation, c'est un mode de gestion qui existe pour d'autres professionnels de santé. Et ça ne pose de problème à personne. Ça existe pour les infirmières, ça existe pour les kinés, ça existe depuis des années pour les pharmaciens. Alors, on me dira, et c'est ce que j'entends, « Ah oui, mais vous avez sans doute raison, il y a des zones sous-denses, mais il n'y a pas de zone dense, et puis il n'y a pas non plus de zone surdense. » Ah bon? Alors moi, je vous fais une proposition dans cet article premier que vous avez rejeté en commission. C'est de regarder la réalité en face, d'objectiver les choses. Et c'est le sens de la création de ce que nous avons appelé un indicateur territorial d'offre de soins. À l'article 1er, un indicateur pour évaluer précisément la densité de l'offre de soins médicaux en pondérant territoire après territoire avec la situation démographique, médicale, économique et sociale du territoire considéré. Il y a des recherches qui sont actuellement menées par l'IRDES et qui proposent d'étendre un indicateur qui existe déjà, qui s'appelle APL, qui est l'accessibilité potentielle localisée. Et cet indicateur, il vaut pour le zonage des aides, donc pour la politique d'incitation. Notre proposition est extrêmement simple, finalement. Elle est de dire qu'il faut mieux circonscrire les besoins de santé en tenant compte de l'âge de la population, de la prévalence des risques,
des situations de non-recours aux soins et des situations sociales. Donc, moi, ce que je propose, après le vote de la Commission, c'est de rétablir ici, en séance publique, cet outil de pilotage qui devra être public et transparent. Comme ça, chacun sera fixé, et de façon très claire, très objective, très précise, sur les inégalités de densité médicale dans notre pays. Deuxième enjeu, les patients, je le disais. Comment on fait pour associer les patients, les représentants des usagers, à la définition des politiques locales de santé? Aujourd'hui, ils ne sont pas invités dans ces CPTS, ces communautés professionnelles territoriales de santé. Eh bien, l'article 2, que vous avez là aussi rejeté, propose d'y remédier. Je proposerai donc un amendement de rétablissement au cours de la discussion. Troisième enjeu, et c'est important, le dossier médical partagé. Tout le monde nous dit qu'il faut systématiser sa mise à jour. Eh bien, je vous propose d'aller dans le même sens. Enfin, dernier article, le 4, le 5, que vous avez modifié sur la prévention. Je propose d'orienter la télémédecine vers la prévention. Et enfin, pour terminer, Monsieur le Président, moi, je voudrais juste qu'on ait à l'esprit que ce qui est en jeu, c'est notre pacte social, c'est notre pacte républicain. L'accès à la santé, on l'a bien vu depuis des mois, c'est le ciment de notre cohésion nationale. Et notre responsabilité, c'est de proposer des mesures, Monsieur le Président, je termine, parce qu'on ne peut pas décevoir. On ne peut pas prendre le risque d'aggraver les inégalités entre les territoires et entre les Français. À mes yeux, cette proposition, elle dépasse les clivages politiques. C'est une proposition de loi républicaine pour retrouver confiance dans notre modèle social et dans ce modèle social qui doit aujourd'hui être sauvé. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.